Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle conférence qui est intitulée « Design quand la tech rapproche le monde ». Abolissant les distances et les frontières, la technologie permet de rassembler les lointains, qu'ils soient géographiques ou esthétiques. Elle nourrit nos imaginaires et offre de nouvelles perspectives à tous les amateurs de beau. Mettant en relation créateurs, consommateurs, artistes et designers, certains sites misent avec succès sur le e-commerce pour assouvir toutes nos envies de pièces d'exception. Et en parallèle, elle valorise les savoir-faire et la curation made in France, qui sont un peu partout synonymes d'originalité, de qualité et d'excellence. Alors aujourd'hui, pour parler de tout cela, on a deux invités absolument formidables qu'on aime beaucoup chez Elle Décoration et que je pense que vous allez adorer aussi, si vous ne les connaissez pas. Isabelle Duberne, bonjour. Bonjour Daniel, on a été très soutenus par Elle Déco depuis le début, donc on aime la bienveillance et la diversité de ce magazine. Écoutez, merci beaucoup. Alors vous avez été journaliste lifestyle et culture à Bloomberg TV dans une première vie. Ensuite, vous avez lancé une entreprise qui s'appelait 10 Vendôme, qui organisait des visites privées dans les coulisses de la création des entreprises du luxe. En parallèle, vous avez eu assez d'énergie pour créer le service de stylisme du Bon Marché. En parallèle, à peu près aussi, vous avez travaillé sur Dior Maison. Et surtout, en 2016, vous avez eu une idée absolument géniale dont vous allez nous parler, qui était le lancement de quelque chose qui n'existait pas littéralement, qui s'appelle The Invisible Collection, avec Anna Zaoui, qui est une ancienne de AXA, de l'assurance. Et toutes les deux, vous avez inventé un nouveau modèle dont on va parler. Leïa Sfez, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre deuxième invitée. Alors vous êtes l'incarnation de la Parisienne d'aujourd'hui. Vous avez été mannequin, vous êtes toujours mannequin chez Next Models. Vous avez créé dans un premier temps une marque pour enfants qui s'appelait Diapers and Milk, qui s'est beaucoup développée via Instagram. On va parler des enfants d'ailleurs, parce que c'est un vrai sujet. Et depuis quelques années, vous êtes directrice artistique, vous travaillez sur différents projets avec des maisons de luxe. Et en fait, derrière la mode, il y a autre chose qui vous a toujours passionné, c'est le design et design. l'art. Oui, tout à fait. Et donc, vous venez de lancer, avec votre mari, un site qui s'appelle The Obelisk. D'ailleurs, on en parle dans le dernier numéro d'Elle Décoration, qui est une plateforme dédiée à la déco, qui est, je dirais, une sorte de cabinet de curiosité qui rassemble vos découvertes au travers du monde. Il y a des œuvres d'art, il y a des pièces décoratives, il y a des céramiques, du textile, un peu de librairie. Et ce sont des pièces vintage ou produites à la commande. Oui. Alors, première question. Pourquoi l'une et l'autre avez-vous lancé ces projets? On va commencer par Leïa. Parce que c'est tout frais, c'est tout neuf, le site a quelques semaines. Oui, alors on a effectivement on a ouvert The Obelisk le 12 septembre. Donc ça fait vraiment, là ça fait 2 mois et demi tout juste. Et l'idée nous est venue parce que simplement, en fait, d'appartement en appartement, je me suis rendu compte que j'avais énormément de difficultés à meubler mon appartement de façon à ce qu'il me ressemble et qu'il ne ressemble pas à chez tout le monde. Et je mettais littéralement des années à sourcer des pièces de designers contemporains, mais peu connus. Et idem pour des pièces d'artistes émergents. Et je faisais aussi énormément de sourcing de mobilier vintage. Et de par... en fait, avec tout ça, je me suis dit, mais en fait, finalement, il n'existait pas de plateforme mettant en avant des artistes émergents, des designers contemporains et du vintage, tout ça sur le même espace. Et donc, avec mon mari, on s'est associés et on a décidé de créer la plateforme. Alors vous, Isabelle, vous êtes arrivée à ce projet de Invisible Collection un peu différemment. Quel a été le déclic? Nous, le déclic, c'est la presse. C'est le Elle Déco, typiquement, qui montrait à longueur de magazine des projets de décorateurs super connus, beaucoup de Français, qui montraient du mobilier somptueux, et ce mobilier, on ne pouvait pas l'acheter. Il n'existe pas, Il n'existait pas. En fait, il était créé pour ses clients privés, très chanceux. Très argenté aussi, très argenté, mais c'est eux qui font travailler les meilleurs artisans au monde qui sont en France, il ne faut pas l'oublier. Moi, je l'ai découvert parce que je vis à Londres. Et à Londres, vous ne trouvez pas un bon tapissier pour faire des rideaux, vous ne trouvez pas un bon menuisier pour vous faire des placards, vous ne trouvez pas un bon staffeur pour vous faire des corniches. Ça n'existe qu'en France, en Italie, un peu en Espagne, un peu au Portugal, mais c'est des savoir-faire très français. Et donc, ces décorateurs français avaient la chance de pouvoir faire travailler des ateliers qui existent partout en France. Donc, ils produisaient des merveilles. Et elles n'étaient pas éditées ensuite. Donc on est allé voir 15 super connus, dont Pierre Jovanovic, Thierry Lemaire, Charles Zana.
Et on leur a dit, voilà notre idée. Non seulement on veut rééditer ces pièces avec les mêmes ateliers, mais on veut que ce soit 100% digital. C'était ça le vrai choc. Pas de magasin physique. Pas de magasin physique parce qu'on ne croyait pas à l'époque au modèle de galerie. Vous allez dans une galerie, souvent ils finissent par vous montrer leurs pièces sur un iPad. Donc on s'est dit on va offrir un meilleur service. J'ai une troisième associée, c'est très important, qui s'appelle Lily Fröhlicher et qui vient du digital chez Chanel et qui était comme moi obsédée par le service. Et on a montré ça complètement digitalement jusqu'à 2022. Voilà. Alors, vous avez lancé, dans mon souvenir, quand on a échangé pour préparer cette conférence, vous avez lancé le projet de Invisible Collection à un moment où, on va dire, le marché a été un peu secoué, c'est-à-dire, grosso modo, au moment du Covid. Alors, on a lancé en 2016, mais on a fait très fort. On a avancé à Londres en 2016, quelques mois avant le Brexit, dans un marché qui n'est pas spécialement francophile. Donc, on a fait très, très fort avec ça. Ensuite, il y a eu le Covid, on a pensé qu'on allait couler. Enfin, le premier mois, je me souviens d'avoir appelé tous les ateliers en leur disant « Continuez au moins à nous répondre au téléphone, à prendre les commandes, on payera et on vous fera vivre ». Et puis, en réalité, au bout d'un mois et demi, les commandes ont explosé et on a fait plus 150% cette année-là. Et depuis, ça, voilà, la croissance n'a pas cessé de s'arrêter et ça fonctionne super bien. Vous êtes aujourd'hui sur un modèle figital, avec à la fois du digital qui reste, on va dire, la plus grosse partie du modèle de Invisible Collection, mais aussi avec des galeries. Alors pourquoi avoir ouvert en vrai ? Alors, même pendant que nous étions uniquement digitaux, on avait fait énormément de pop-up. Donc c'est très sportif, parce qu'on les faisait dans le monde entier. On les faisait essentiellement avec Sotheby's, Christie's, Phillips, des maisons de vente, qui avaient des tableaux somptueux, mais pas de meubles à haut niveau. Donc c'est ce qu'on faisait. Et à un moment donné, peut-être qu'on a eu envie de se poser. Et puis c'est vrai qu'après la pandémie, tout le monde a aussi envie de se retrouver. Je pense qu'il y a eu ça. Et on a ouvert simultanément trois lieux. New York, qui est le plus gros, Londres et Paris. Léa, vous êtes au début du projet ? Oui, tout à fait. Au bout de 2 mois, quel recul avez-vous et comment ça se passe ? Au bout de 2 mois, c'est vrai que c'est très, très récent, mais nous, ce qu'on analyse, c'est beaucoup les datas, et c'est comme ça qu'on arrive à estimer à peu près si le public en fait, nous a bien accueillis ou non. Mais là, à l'heure actuelle, on a déjà vendu 2000 objets et œuvres sur The Obelisk. On met en avant plus de 150 artistes, marques et curateurs vintage. Tous ont vendu sur la plateforme. Faut savoir que nous, notre but, avec mon mari, mon associé, c'était vraiment de faire en sorte que les artistes puissent vivre de leur art, parce que le plus gros de The Obelisk a été toute la curation en fait en sous-marin. De trouver. Ça a pris combien de temps cette curation ? Ça a pris 2 ans. 2 ans de curation intensive où l'objectif c'était de trouver, d'être vraiment early adopters, c'est-à-dire de trouver les jeunes designers, les jeunes talents, les jeunes artistes de demain. Et de leur offrir en fait un espace où ils pourraient avoir énormément de visibilité. Donc là, jusqu'à présent, ouais, on a vendu 2000 objets et voilà. Et après, on a beaucoup de presse organique, comme vous le disiez, avec le LDECO, le AD, etc. Donc c'est vrai que ça nous aide énormément. Et voilà. Et le fait, vous avez sélectionné des artistes et des créateurs de pièces qui sont au travers du monde. Oui. Donc en fait, vous ne travaillez pas avec un stock qui est géré par The Obelisk. Non, l'idée c'est vraiment d'être le plus sustainable possible, de pas avoir de warehouse en fait. Et le but c'était de pouvoir continuer la curation sans avoir de bouton stop. Donc là, à échelle 5 ans, c'est pas 150 artistes que je voudrais avoir sur la plateforme, c'est plus des milliers, et de pouvoir aider des milliers d'artistes à vivre de leur travail. Alors, question qui va s'adresser aux deux. Oui. Comment, dans votre parcours, d'après vous, qu'est-ce qui a créé cette envie de développer quelque chose dans l'univers de l'art et de la décoration ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu vos parcours, ce qui a nourri votre amour pour le beau ? Quand on est journaliste, comme vous le savez, on voit tous les jours des merveilles. Moi, c'était aussi bien de la danse, de l'opéra, de la déco, des rencontres avec... je peux raconter ma première interview avec Hubert de Givenchy qui venait de prendre la présidence de Christie's. Et à un moment, mon tempérament, j'étais certaine que j'allais devenir chef d'entreprise, en gros, entrepreneur. Et si possible, dans les belles choses. Après, c'est une succession d'opportunités qu'on saisit.
Dior Maison m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu sourcer des dizaines et des dizaines d'artistes et d'artisans pour eux. J'ai fait la même chose pour Diptyque après. Puis Invisible. Mais Invisible, je connaissais par passion personnelle, grâce encore à vos magazines, la plupart des décos que j'avais rencontrés. Donc c'est venu, mais c'était... Puis après, c'est des questions privées. J'ai déménagé à Londres pour me marier. Donc voilà, j'ai abandonné une partie de ma vie à Paris, remonté quelque chose. Enfin, c'est un mélange de goût de l'entrepreneuriat et se dire par passion qu'est-ce que je pourrais lancer et réussir parce que je l'adore. Voilà, c'est ça. Et vous, Léa, vous venez d'une famille d'entrepreneurs? Oui, alors je viens d'une famille d'entrepreneurs, effectivement. Et c'est vrai que du coup, j'ai jamais eu cette peur en moi, forcément, où je me disais... En fait, j'avais vraiment envie d'être libre et dans ce que j'entreprenais, de créer en fait constamment. Donc moi j'ai commencé en faisant 2 ans d'école de photographie qui m'ont énormément apporté parce que ça a vraiment défini mon œil et je me suis vite rendu compte que le visuel avait une importance capitale même au niveau marketing. Et c'est vrai que j'ai toujours tendance à dire que je m'exprime pas avec des mots mais avec des images. La preuve, pendant ce talk, où je ne suis pas... Non, mais honnêtement, sur les mots, vous êtes bien aussi. Comment ? Sur les mots, vous êtes bien alors aussi. Ça va. Mais, et du coup, voilà, je savais que je voulais entreprendre. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette passion brute en moi, en ce qui se concerne la mode, mais aussi l'art et le design. Et du coup, c'est vrai que j'ai essayé dans ma carrière de combiner les deux. Alors, merci. Ça me permet de faire la transition sur la question suivante. Toutes les deux, vous avez eu plusieurs vies professionnelles. Vous avez travaillé dans des domaines différents. En quoi, d'après vous, ça vous a permis d'enrichir votre parcours et en quoi est-ce que vous pensez que ça donne des atouts pour créer à un moment donné une entreprise? On est trouvé un avant le talk toutes les deux. On a toutes les deux eu des enfants très jeunes. Moi, j'ai eu mon premier à 20 ans. Et pareil. Ma première à 20 ans. Bravo. Et ça vous donne quand même, dans une société qui n'est pas forcément ouverte aux enfants jeunes. Moi, j'avais passé mon bac à 16 ans, donc j'étais pas en retard. Donc j'avais l'impression de tout faire vite. À 19 ans, j'avais fini mes études. Mais des enfants jeunes, ça vous projette autrement. Voilà. Et tout vient plus tôt, en fait. Et puis tout se termine plus tôt. C'est-à-dire que les miens sont grands maintenant. Oui, et donc ça libère. Oui. Enfin, les miens sont pas grands encore, donc je suis pas du tout libérée. mais je suis vraiment d'accord. C'est vrai que le fait d'avoir été maman très jeune, ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a donné une niaque que je ne connaissais pas en moi. Et ça m'a permis d'avoir beaucoup de courage aussi et d'essayer de toujours entreprendre des projets et de faire en sorte qu'ils marchent parce que j'avais pas le choix que ça marche. Donc je pense qu'effectivement, c'est vraiment un atout. Il y a autre chose qui vous rassemble toutes les deux, c'est le fait d'avoir déjà créé plusieurs entreprises. Ouais. Parce que vous, Léa, vous avez créé Diapers & Milk. Isabelle, il y a eu déjà le 10 Vendôme, etc. Le fait d'être, entre guillemets, serial entrepreneur, qu'est-ce que ça apporte ? La première boîte, moi, c'était une boîte de conseil. Ce qui est frustrant dans la boîte de conseil, c'est que vous n'avez pas d'équipe. Donc là, on a 52 personnes, c'est vraiment, ça apporte un autre niveau. Donc moi, j'avais déjà envie de passer de l'autre côté de la barrière avec des équipes. Et après, je dis toujours, si un jour j'ai une semaine de 4 jours qu'on institue dans l'entreprise, le 5e jour, je monterai une autre boîte aussi. Donc après, c'est comme ça. Et vous, Léa, le fait d'avoir déjà une première entreprise Diapers & Milk, est-ce que ça vous a permis sur la deuxième, The Obliged, de fonctionner différemment ? Voilà. Ou est-ce que vous pensez que finalement c'est avant tout une histoire d'état d'esprit et de nature ? Non, ça m'a complètement permis de fonctionner différemment. Déjà parce que je pense qu'une première entreprise nous permet de faire beaucoup d'erreurs et d'apprendre de nos erreurs. Et je pense que ça, c'est un atout majeur pour n'importe quel entrepreneur, c'est de pouvoir se prendre des murs et d'apprendre de ces murs. Et je pense que d'avoir eu cette première expérience m'a aidé aussi à remonter ce que j'ai remonté là récemment, parce que j'avais moins de peur déjà et je savais déjà vers où je voulais aller et vers où il ne fallait pas que j'aille. Donc, Alors justement, si on doit parler des do's et des don'ts, comme on dit, c'est-à-dire les choses à faire, les choses à ne pas faire, quel serait votre top 3 des choses à faire quand on monte une boîte et le top 3 des choses à ne pas faire ? Léa ?
Je dirais que le top 3 des choses alors, les top 3 des choses à ne pas faire, je vais commencer par là. Je pense que le top 3, ce serait ne pas avoir peur de l'échec. Parce que malheureusement... Il n'est pas si simple en France. Mais, oui, et puis j'ai cette peur de l'échec. Hein, enfin, je veux dire, mais c'est vrai que... on a travaillé 2 mois sur le projet, et c'est vrai qu'avant de lancer, j'avais cette peur en moi de l'échec, quoi, vraiment. Là, vous parlez de la première ? Non, je parle même de celle-ci. Okay. Mais pour n'importe quelle boîte en fait qu'on ouvre, je pense qu'il y a vraiment cette peur intime de l'échec. Et je pense qu'à partir du moment où on se laisse aller là-dedans et qu'on ne trouve pas le courage de foncer, c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que je dis toujours que quand on monte une entreprise, ce qui est important, c'est de ne pas penser en termes de money motivation, c'est de penser en termes de passion. Et en fait, qu'est-ce qu'on apporte au monde, ou quel problème on résout en créant cette structure. Et à partir du moment où on pense chiffre d'affaires et autres avant le lancement, eh ben, on est sûr qu'il n'y aura pas cette passion suffisante pour éclater les murs, en fait, finalement. Donc voilà, donc cette peur de l'échec. Je dirais que deuxième dompte, ce serait de ne pas apprendre de ses erreurs. C'est-à-dire de se dire que on sait déjà tout, parce que finalement, personne ne sait tout. Et que le plus important, c'est d'apprendre de sa propre expérience. Et donc, bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Isabelle ? Comme toi, je te rejoins, c'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner en termes de business plan au départ. Il faut savoir ce qui vous passionne et parce que monter sa boîte, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est certes une forme de liberté, mais c'est... Voilà, pendant des années, j'ai pas pris de week-end et je travaille tout le temps. Je dirais que l'autre chose importante, c'est d'avoir un mari ou un fiancé qui soit méga supportif et prêt à vous entendre 24 heures sur 24 parler de vos obsessions. Donc c'est le cas pour moi. C'est extrêmement précieux. Sans ça, je pense que c'est mort. Voilà, c'est la première chose, pour moi le plus important. Et c'est d'avoir quelqu'un qui est toujours admiratif de vous, qui, quand ça marche pas, est là, vous soutient. Quand ça marche, vous soutient aussi. Voilà, le regard qu'on pose sur vous. Extrêmement important. Extrêmement important. Ouais. Est-ce que toutes les deux, vous avez eu des anges gardiens, entre guillemets, ou des personnes qui vous ont conseillé, qui vous ont accompagné dans le développement ? Dans mon cas, énormément. Et je pense que j'ai une bande d'amis ou de conseillers que je saoule tout le temps. Et je m'oblige toutes les semaines à avoir quelqu'un de plus intelligent que moi dans un business complètement différent. Je peux raconter pour l'anecdote, j'ai vu par hasard Carlos Ghosn à Beyrouth en juin. Comme il était moins occupé qu'il ne l'était, je l'ai pris 1 heure de son temps. Voilà, j'essaye toutes les semaines de voir quelqu'un qui a une vision de mon business, même si évidemment il ne le connaît pas. Et je lui donne les grandes données et j'essaye d'avoir des conseils. Oui, pour faire du ping-pong. Ouais. Et Léa ? Et pour ma part, oui, j'ai été aussi bien accompagnée par mes amis proches, effectivement. Et je pense que, comme le disait très bien Isabelle, moi j'ai eu la chance de pouvoir m'associer à mon mari. Donc je pense que ça a été vraiment ma force. Et c'est lui qui m'a vraiment aidée à monter. À ouvrir les ailes. C'est ça, exactement. Je pense que ça a été vraiment le top. Il y a des anges gardiens. Moi, j'ai beaucoup de journalistes, notamment. C'est lié à ma profession. Beaucoup d'amis journalistes qui ont été des soutiens. Et puis, un effet de miroir. C'est-à-dire qu'ils sont capables de vous dire... Je me souviens, on avait présenté un prix où Frédéric Bious était jury, d'ailleurs. Et cet ami journaliste pour ce prix m'avait appris à trouver le sens de ce qu'on faisait aussi. Et du coup, on avait présenté Bicorp, et on est Bicorp depuis, entreprise à mission ici. Voilà. Donc, je suis entourée d'amis, souvent des journalistes qui ont plus de recul que moi, qui sont moins dans l'opérationnel et qui m'aident à réfléchir à ce que je fais. Voilà. Vous avez toutes les deux des équipes. Alors, des équipes qui n'ont pas la même taille, des équipes relativement jeunes, je pense. Comment fait-on pour constituer une équipe solide à une époque où le sens du travail, la manière de travailler est dans une évolution permanente et très rapide ? Alors, on va laisser Isabelle commencer parce qu'elle a une grosse équipe qui en plus est dispatchée sur plusieurs pays. On a des équipes qui sont dispersées entre New York, Los Angeles, le Texas, Londres et Paris. Voilà. Le recrutement, c'est le plus compliqué. Les RH, c'est le plus compliqué. Moi, j'ai beaucoup recruté par cooptation, c'est-à-dire typiquement Lily Froliger, notre 3e associée qui a 30 ans, est une amie de mes enfants.
Elle m'a aidée pour Dior, parce qu'au début, Dior Maison le faisait la nuit et Invisible Collection le jour. Donc, ça donnait une idée du niveau d'implication. Et ensuite, on a beaucoup recruté par réseau, par cooptation. J'ai recruté la fille qui bossait pour moi pour Diptyque aussi. Voilà, on recrute beaucoup par cooptation des gens dont on sait qu'ils vous accompagneraient au bout du monde. Si vous avez un cadavre dans un placard, ils roulent un tapis, ils vous aident. Donc, c'est beaucoup ça. Après, et nous, on arrive à ce stade-là, c'est qu'il faut associer les bons. Voilà. Donc, il faut monter des plans pour associer... Ouvrir le capital. Ouvrir le capital aux gens qui en ont envie et qui ont envie d'aller loin avec vous. Voilà. Et puis ensuite, nous, comme on est Bicorp, on s'oblige à être le plus... Et puis, on embauche des jeunes qui sont en général plus motivés par nous, par toutes les questions RSE et sociales. Donc, voilà. Mais après, il faut avant tout trouver des gens passionnés. Hein. C'est par ce qu'on fait. Et Léa? Alors nous, on est une petite équipe de 5. Oui, donc, c'est déjà pas mal, 5 personnes. Ouais, non, c'est surtout une très très bonne équipe parce que effectivement, il faut des personnalités très passionnées, surtout au début, parce qu'au début, en fait, c'est du 360, donc tout le monde s'occupe de tout et c'est vrai que c'est assez intense. Mais je pense qu'effectivement, le recrutement, c'est ce qu'il y a de plus dur, mais à partir du moment où on trouve le noyau dur de son business, je pense qu'on peut faire de très grandes choses. Et là, actuellement, je pense l'avoir trouvé, mon noyau dur. Donc j'espère pouvoir faire grandir l'équipe rapidement, parce qu'effectivement, on va commencer à avoir un peu besoin de plus, tout en sachant que voilà, on fait le travail de 25 personnes là, actuellement. Mais ouais, c'est un enjeu. C'est ça. Toutes les deux, vous êtes sur des métiers dans lesquels il y a énormément de manutention, de transport, de logistique. Dans votre cas, Isabelle, avec des pièces qui sont très lourdes, est-ce que ça, c'est un paramètre extrêmement important? Et est-ce que c'est quelque chose que vous aviez peut-être sous-estimé au départ ou pas? Comment on gère ça? C'était la naïveté absolue du début. On ne savait pas qu'on allait livrer des tables en marbre au 72e étage ou des canapés. Aux États-Unis, vous avez une société qui s'appelle le Dr Sofa, qui même pour emmener un canapé dans un building, il coupe en deux. Il y a une chirurgie du sofa. On coupe en deux les canapés. Il coupe en deux les canapés. On coupe en deux les canapés Jovanovic. Par exemple. Et ils le font très bien. Il est au courant, Pierre? Ils sont au courant parce qu'ils font la même chose pour eux. Donc ça vous donne une idée des angoisses qu'on peut vivre. Et je dirais que les questions de logistique, puisque nous aussi on a une curation de petits objets, parce que j'avais beaucoup d'adresses avec mes bolos précédents, c'est aussi compliqué pour les petits objets où il y a beaucoup de casse qu'avec les gros objets. Donc l'équipe, la barrière à l'entrée pour ce genre de business, c'est évidemment les questions de logistique et de procurement. Voilà, on a une grosse équipe dédiée à ça. Voilà. Et c'est très cher. Le shipping est quelque chose de ruineux. Voilà. Et vous, Léa? Et moi, en fait, nous, on a eu l'idée de prendre on a pensé le même business model que Farfetch. Donc, c'est-à-dire que tout est ship par les artistes eux-mêmes. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est beaucoup plus facile dans le sens où, par exemple, un faiseur de verre a l'habitude de shipper ses pièces depuis quelques années déjà. Donc, de ce côté-là, il y a très peu de casse. Et en fait, on laisse à l'artiste le soin d'emballer ses œuvres lui-même. Donc, ça évite effectivement beaucoup d'allers-retours. Ça évite beaucoup de problèmes logistiques. Et après, en ce qui concerne les meubles ou autres, voilà, c'est pareil. On travaille avec des designers qui ont toujours fait ça et des curateurs vintage qui ont roulé leur boss, quoi. Et après, si des artistes ont besoin d'aide, nous... on fait en sorte de pouvoir améliorer le process. Ouais, exactement. Alors, autre question qui, je pense, interroge énormément les entrepreneurs ou ceux qui envisagent de se lancer dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, quel rôle a joué ou ont joué les réseaux sociaux dans le lancement de vos entreprises? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de savoir-faire, on parle de faire savoir. Est-ce que les réseaux sociaux ont été une clé absolument fondamentale dans le lancement et la réussite de vos business? Alors Isabelle, il y a un peu d'antériorité. Nous, clairement, puisqu'on était complètement digitaux au départ, oui, mais je pense que ça n'a pas été seulement ça. C'est parce qu'on avait réuni une communauté de décorateurs et d'artistes qui étaient tellement connus et tellement adorés des clients et potentiels
acquéreurs aux États-Unis et en Angleterre que c'était quelque chose comme une sorte de candy shop qui n'existait pas avant, qui d'un seul coup était à la portée de tout le monde. Donc c'est grâce à ces grands noms. D'autant que votre clientèle, Isabelle, sur The Invisible Collection, il y a des particuliers, mais aussi énormément d'architectes eux-mêmes qui sont vos clients. Oui, il faut savoir qu'aux États-Unis et en Angleterre, peu de gens font leur appartement tout seul. Ils passent par un décorateur et il faut valoriser cette idée parce qu'au fond, le décorateur, moi je le vois avec les clients, ils apprennent énormément de choses. Voilà, on n'a pas la science infuse de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut aimer, de ce qu'il faut découvrir. Et au fond, travailler avec ces grands décorateurs anglo-saxons, pas seulement, il y a beaucoup de Français qui travaillent à New York ou à Londres. Ils apprennent énormément. Je pense que vivre dans la poche d'un Jovanovic ou d'un Charles Zana ou d'un Thierry Lemaire, voilà, c'est apprendre auprès des plus grands. Donc c'est cette démarche qu'ont toujours eu les Américains depuis un siècle et demi, et ça fait un siècle et demi qu'ils achètent français déjà. Donc nous, on a eu la chance plutôt de ce lien par la culture, je pense. Alors on a un Instagram qui fonctionne super bien, on a des équipes super dessus, mais nous, je pense que la force du site, ça a été la culture. D'accord. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux viennent entraîner, nourrir, fournir de l'inspiration. Mais ce n'est pas via Instagram que se fait aujourd'hui le business de The Invisible Collection. Non, nous, c'est très humain. C'est vraiment nos équipes qui connaissent leurs clients, qui connaissent le client privé. On a pas mal de clients stars, par exemple à Hollywood, Sylvester Stallone, Gwyneth Paltrow, je sais pas. On connaît chacun d'entre eux. Enfin, pas moi, personnellement, mais mes équipes les connaissent. D'accord. Et vous, Léa, quel rôle ont joué les réseaux sociaux ? Parce que c'est un terrain de jeu que vous connaissez très bien. Oui, que je connais très bien. Et nous, ça a été un tremplin énorme, pour être tout à fait honnête, parce que je suis associée à mon mari qui, lui, est un marketeur... Digital ? Non, pas forcément que digital, mais bon, c'est un très très bon marketeur. Et en fait, moi, je suis sur toute la partie direction artistique visuelle, et lui sur tout le market. Et en fait, ça a été une très bonne balance dans le sens où on a pu penser une vision commune qu'on a transmis via les réseaux. Et c'est vrai qu'on a réussi à construire une communauté très rapidement, parce que je pense qu'on a créé quelque chose qui n'existait pas et une vision qui n'était pas sur le marché là actuellement, et on a réussi à créer quelque chose qui attire l'intérêt d'une certaine communauté. Donc là, à l'heure actuelle, on a ouvert il y a 2 mois, on est déjà à presque 60, on est à 73 000 abonnés sur Instagram, et c'est vrai qu'au moindre post, à la moindre communication sur les réseaux, généralement on rentre un artiste sur la plateforme et dans les 24 heures il est vendu, quoi. Le fait d'avoir vous-même une très grosse communauté déjà sur Instagram, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, bon, c'était mon cas il y a quelques mois, ma fille m'a dit « Mais comment tu ne connais pas Léa ?» Vous avez une grosse communauté avec quasiment 1 million de followers. Est-ce que vous avez constaté énormément de porosité entre les deux communautés, ou pas tant que ça finalement ? Alors déjà, j'ai pas voulu communiquer sur The Obelisk avant d'avoir une sorte de, pas de proof of concept, mais d'avoir déjà une idée de est-ce qu'il y a un manque ou est-ce qu'il n'y a pas de manque. Oui. Est-ce que je réponds à un besoin ou pas ? Exactement. Donc en fait, on a commencé toute la partie marketing et toute la communication autour de The Obelisk en avril dernier, il me semble, pour déjà tester le marché, voir s'il y a du répondant, voir s'il y a quelque chose. Et effectivement, en fait, c'est à partir de là que le compte a commencé à grandir et que les gens ont montré qu'il y avait énormément d'intérêt. Et moi, j'ai communiqué dessus vraiment que le 5 septembre, donc une semaine avant le lancement. Donc c'est ce qui m'a rassurée en fait pour lancer, parce que je savais que il y avait ce manque et qu'on avait une vision propre. Oui, et il avait une vie propre. Exactement, ouais. Exactement. Est-ce que aujourd'hui vous êtes dans un besoin de nouveautés quotidien, hebdomadaire sur vos entreprises respectives de produits, et comment faites-vous pour trouver ? Est-ce que vous écumez tous les jours, dès que vous avez une minute, les réseaux ? Est-ce que ça se passe avec peut-être des réseaux humains ? C'est-à-dire des personnes qui vous amènent aussi des idées ? Comment faites-vous ? Moi, personnellement, c'est vrai qu'il y a eu ces 2 ans de curation intensive où il a fallu que je parte à la recherche d'artistes méconnus, en tout cas du grand public. Il y en a parfois qui ne vendaient que via les réseaux et qui ne voulaient absolument pas avoir de site internet. Il a fallu les convaincre et ça a été un long process.
Et oui, c'est un travail de tous les jours, c'est-à-dire que la curation ne s'arrête jamais, mais ça peut être aussi effectivement des rencontres, ça peut être des voyages. Et puis là, depuis qu'on a ouvert, ce qui nous facilite la tâche, c'est que les artistes viennent à nous spontanément. Donc c'est beaucoup plus facile de proposer de nouveaux artistes. Après, voilà, nous, on curate les artistes, mais aussi les objets entrant sur la plateforme. Donc c'est-à-dire que si un artiste a une série de 15 pièces, c'est pas forcé qu'on prenne la série de 15 pièces. On va choisir chaque pièce entrante sur la plateforme. Et c'est vous qui le faites ou vous avez une équipe qui s'occupe de ça? Oui, alors c'est moi qui le fais et je me suis ensuite fait accompagner par Manuela qui travaille pour nous et qui a vraiment le même œil, je pense, que moi, ce qui est très rare à trouver. Donc elle m'aide énormément là-dessus. Ouais. Et chez vous, Isabelle? Alors, moi, le sourcing, j'avais des carnets d'adresses pleins et qui sont loin d'être épuisés depuis longtemps. Parce que j'avais dû faire ça pour Dior Maison et Diptyque, avec chacun un style différent. Donc, j'avais gardé tous ces contacts exercices que j'avais trouvés à l'époque seule. Et je continue à faire 100% du sourcing parce que c'est ce qu'il y a de plus sympa. Et après, j'ai une grosse équipe derrière moi qui fait la partie beaucoup plus compliquée. Négociation, mise en ligne, contrat, exactement. Donc et puis ensuite, la relation avec un artiste ne s'arrête pas quand vous l'avez mis en ligne. Il faut nourrir la relation. Il crée des choses nouvelles pour vous. Donc mais c'est le meilleur moment de la journée. Mais alors, vous faites ça quand? Parce que vous êtes quand même légèrement occupées toutes les deux. Vous voyagez toutes les deux. Ça, c'est une vraie question auquel on va poser tout à l'heure. Vous faites ça quand? La nuit? Personnellement, moi, je viens de commencer il y a 2 mois et demi. Donc, quand on commence un business, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de soirée, il n'y a pas de temps off. Et c'est vrai que ma seule activité là, actuellement, c'est le business. Donc, mais je le fais par passion. C'est-à-dire que j'adore ça, en fait. C'est même pas que je m'y oblige ou que j'ai un planning à respecter voilà, il faut curate, etc. Non, c'est vraiment parce que j'adore ça et je le faisais déjà naturellement avant. Donc, et puis comme je vous le disais, maintenant j'ai beaucoup d'artistes qui arrivent spontanément et ça nous facilite énormément la tâche. Et puis ce qui est fabuleux, c'est que les équipes, moi je vous le disais l'autre jour, Daniel, les plus jeunes qu'on embauche, qui ont souvent ne viennent pas du tout de ce milieu-là, en 6 mois, ils ont un œil. En 6 mois. Donc ils savent très bien ce à quoi on va dire non, ce à quoi on va dire oui. Dans une collection, si je vais un peu trop vite, ils vont s'arrêter sur tel détail. Donc c'est la plus belle récompense de monter ce genre de boîte. Et ça démultiplie la capacité à trouver. Exactement. Ouais. Est-ce que vous qui observez le marché du design mondial, d'une certaine façon, que ce soit en curatant ou en vendant, puisque vous avez une clientèle internationale, est-ce que vous avez l'impression qu'il reste des spécificités selon les marchés, qu'on trouve encore des choses originales ou qu'il y a une espèce d'universalisation des envies, des tendances aujourd'hui dans l'univers du design et de la décoration au sens large? Instagram, malheureusement ou heureusement, a à la fois répandu un bon goût, mais aussi écrasé des talents. C'est-à-dire que beaucoup de choses sont très vite trop vues et peuvent être grillées aussi par une exposition. Donc c'est le risque. Donc, et découvrir des pépites. Moi, chaque fois que je découvre une pépite, je sais que j'ai un concurrent qui va l'attraper aussi. Donc c'est peut-être là, mais en même temps, c'est beaucoup plus de jolies choses exposées au plus grand monde. Donc on peut pas se plaindre. C'est plein d'artisans, plein d'artistes qui sont aidés alors qu'ils n'auraient pas pu l'être avant. Mais c'est peut-être ça. La surexposition peut en abîmer certains, mais des pépites et ça donne. Je pense que ça a donné envie de créer. Plutôt à beaucoup plus de jeunes. Moi, je suis sidérée. On a commencé avec des superstars qui avaient entre 50 ou 45 et 60. Là, le nombre de décorateurs jeunes qu'on a qui ne se seraient jamais lancés sans le site. Pour eux, c'était pas possible d'imaginer vendre. Vous pouvez créer des merveilles, mais dans son coin, sans production. Exactement. Et est-ce que vous constatez la même chose chez les artistes qui sont peut-être moins mobiliers et plus objets, Léa? En fait, c'est-à-dire que oui, effectivement, je vois que parfois, il peut y avoir cette tendance à vouloir s'approprier certaines tendances dans leur travail, ce qui est assez dommage parce que finalement, il n'y a plus cet aspect neuf et innovant. Et donc, c'est un vrai dialogue qu'on a avec les artistes, c'est de faire en sorte qu'ils continuent à créer les pièces qu'ils ont l'habitude de créer, quoi, parce qu'il ne faut pas avoir peur de faire différemment. Et effectivement, de ne pas basculer dans le commercial en disant ça. Et voilà, nous on est vraiment à l'antithèse du commercial, c'est-à-dire que vraiment nous
l'idée, c'était qu'il y ait de la faute de goût, c'était qu'il y ait différents. Non, mais c'est vrai, c'est que ce soit un vrai mélange, en fait, un vrai mélange, parce que on était un peu fatigués de tous ces intérieurs similaires les uns les autres, et effectivement, avec cette ère 4.0 maintenant, les gens ont tendance à vouloir les mêmes choses que chez tout le monde. Et donc, il a fallu qu'on contre un peu ce mouvement pour proposer des choses complètement différentes. Qu'est-ce qui vous nourrit votre propre créativité au quotidien? Est-ce que c'est l'art? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est la mode? Est-ce que c'est un mélange de tout cela? Écoute, c'est un mélange de tout ça, complètement. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans la mode, et c'est vrai que je pense que ça a vraiment affiné mon œil, et c'est aussi au gré de toutes les expériences que j'ai pu faire dans le milieu que j'ai pu avoir énormément d'idées. Et même en travaillant dans la mode, j'ai toujours été très attirée par l'art et le design. Donc je pense que c'est vraiment ce mélange des deux qui fait que Les plus grandes émotions aujourd'hui sont produites par des défilés, par des expositions. Les deux, c'est ça. En fait, j'ai pas par des expositions parce que typiquement, la dernière que j'ai faite, c'était Roscoe. J'y suis allée, j'étais complètement à terre tellement la rétrospective était extraordinaire. Mais en même temps, j'ai été au dernier défilé Chanel et j'ai adoré. Ça m'a donné plein d'idées de couleurs, de coupes en fait finalement, parce que même dans la mode, on parle de coupes, mais on peut aussi en parler en décoration d'intérieur. Donc je pense que d'avoir un pied dans chaque milieu m'aide énormément aussi à avoir un œil nouveau, parce que j'essaye de faire cette sorte de mix. Les savoir-faire, il ne faut pas oublier, les savoir-faire en mode sont assez similaires à ceux de la déco. Nous, on a la chance d'avoir comme mécène justement Chanel et leur métier d'art à New York, parce qu'ils ont 4 maisons dans leurs 10 maisons qu'ils ont acquises ces dernières années qui sont dédiées à la décoration. Donc il y a des passerelles évidentes. Et les plus grands mécènes de l'art aujourd'hui, c'est les maisons de mode, les groupes de mode. Donc pour moi, les passerelles sont évidentes. Puis après, moi, c'est lire, parce que c'est le seul... Lire. Voilà. Vive le papier, notamment. Voilà. Toutes les deux, vous voyagez beaucoup. Tout à l'heure, Isabelle, vous nous disiez que vous faisiez tous les mois, une semaine à Paris, une semaine à New York et 15 jours à Londres. Léa, vous voyagez énormément aussi. Est-ce que le fait de voyager est indispensable à ce type de métier ? À la fois sur l'organisation, le développement d'une entreprise et sur les nourritures, on va dire, intellectuelles, créatives, comprendre le marché, etc. Et vos clientèles qui sont internationales. Nous, on est encore trop petits pour ne pas le faire. Donc, j'ai besoin de voir les équipes chaque mois et de comprendre le marché, de comprendre les attentes de leurs clients, de les accompagner, parce qu'on a envoyé quand même des pionniers dans chaque pays. Donc, non, c'est impératif pour le moment. Mais un jour, on sera plus grand et je voyagerai moins, probablement. Mais là, c'est absolument impératif. Les cultures sont trop différentes entre un client américain et ce qu'on va faire là-bas, un client français, un client anglais. Voilà. Et oui, je voyage beaucoup, mais surtout par rapport à ce que je fais dans la mode. Et c'est vrai que chaque voyage me nourrit, dans le sens où nous, on essaie vraiment de faire un mélange de style, d'époque et de culture. Et je pense que de faire un peu ce tour du monde développe aussi un sens au détail, un sens au savoir-faire. Au savoir-faire, évidemment. Je pense que les voyages, en tout cas à mon sens, c'est primordial déjà pour avoir une vision extérieure des différentes cultures. Et est-ce que vous revenez parfois, vous Léa, de l'étranger avec des nouvelles découvertes et des nouveaux artistes? Ah oui, bien sûr. Par exemple, là je suis revenue de Tokyo, on avait un panel d'artistes extraordinaires qu'on avait envie de mettre sur le site. Après, le Japon, c'est toujours un peu plus compliqué en termes de business. Mais oui, en Italie, par exemple, moi, je vais beaucoup en Italie. Et généralement, quand on revient, on a 10-15 artistes qu'on a envie de représenter. Ouais. Alors, il reste 5 minutes. J'ai une question qui, à mon sens, est fondamentale et qui va rejoindre l'événement pour lequel on est là, We Are French Touch. Est-ce que vous pensez qu'il y a, en termes de créativité, notamment dans l'univers du design, que la France est à part, que la France a vraiment quelque chose à apporter au monde, et si oui, pourquoi? Isabelle. Moi, c'est une question qu'on m'a posée tous les jours
à Londres et à New York. Et évidemment, c'est très difficile de dire les Français sont les meilleurs, qui ont plus de goût. Ce qui est vrai, je le dis en n'étant même pas française moi-même. Mais ça n'est juste pas possible de le dire. Mais Paris et la France, ça reste vraiment la capitale de la création et les savoir-faire, ça c'est certain. Et après, j'ai cherché une explication plus historique et vraiment elle existe. C'est simple, depuis Colbert, depuis Louis XIV, l'État français soutient la création et soutient les artisans. Et je vois typiquement, je vous parlais tout à l'heure, ces ébénistes ou ces staffeurs qui venaient travailler à Londres pour des chantiers privés. Ils avaient le mois suivant ou le mois précédent un chantier public. Donc, et de restauration, beaucoup. Exactement. Je vois, nous, on a un partenariat avec le Mobilier National qui, depuis 1604, quand même, conserve, promeut les arts décoratifs. Et il y a des écoles ici. En Angleterre, vous n'avez non seulement plus d'ébénistes, plus de tapissiers, mais vous n'avez pas d'école. Et l'État ne soutient en rien ces métiers d'art. Il ne les soutient ni depuis 100 ans, ni depuis 50. Donc, voilà. Et c'est une expatriée qui vous parle. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Voilà. Et c'est pas récent, ça a 4 siècles, au moins 4 siècles. Ouais. Vous partagez ? Je disais, est-ce qu'il y a un sens français de l'esthétique particulier ? Et est-ce que la France, du coup, reste moteur dans le monde, finalement, sur l'art du beau ? Alors, je partage, parce qu'effectivement, c'est difficile de dire qu'on est meilleur, mais par contre, ce que j'observe, c'est qu'au statut européen, il y a une vraie différence et qu'on a, par exemple, énormément de clients américains qui achètent chez nous parce qu'ils n'ont pas ces savoir-faire. Ils ne trouvent pas. Non, ils n'ont pas, ils n'en trouvent pas et il n'y a pas d'équivalent. En Amérique du Nord, par exemple, c'est très difficile. Je veux dire, maintenant, il y a Invisible Collection, mais parce que, voilà, c'est arrivé de France. Voilà. Donc, mais au-delà de ça, ils ont pas grand-chose, malheureusement. Donc, moi, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, la France, je pense que c'est à part, mais qu'au niveau européen aussi, il y a des artistes extrêmement talentueux, et je parle notamment d'Italie, où là, nous, on a une majorité d'artistes italiens sur le site et je me rends compte qu'ils ont énormément de talent. Mais il y a une singularité européenne. Oui, complètement. Et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour porter encore plus haut la spécificité française dans l'art du beau ? Moi, je dirais qu'il faudrait qu'on voit plus grand. C'est peut-être un peu le défaut peut-être des entreprises au féminin, peut-être toutes les deux. C'est que moi, je vois, si j'avais à refaire, je verrais plus grand depuis le début. On était très, très, très prudente. En même temps, c'est un atout. On n'a pas fait de levée, on a fonctionné juste sur un prêt en compte courant. On a été extrêmement prudents. Et c'est vrai qu'il y a certains moments, il faut savoir accélérer parce que vous avez des concurrents. Je vois aux États-Unis, il y a des concurrents qui fabriquent en Chine ou qui peuvent copier vos créateurs. Moi, c'est ce qui nous arrive. Qui rendent des hommages appuyés. Des hommages appuyés, mais qui fabriquent en Chine, mais qui font 3 milliards de business. Donc, vous dites, si moi, avec mes petits moyens... voilà. Donc, à un moment donné, peut-être, ce qui nous manque parfois, c'est de ne pas avoir peur d'aller plus loin. Voilà. La capacité à prendre des risques, surtout pour les femmes. Ce que la mode a fait et ce que la déco suivra un peu. En gros, il y a des énormes sociétés en mode et en déco, c'est pas le cas encore. Je suis tout à fait d'accord. C'est drôle parce qu'on a on a le même parcours, je pense. Tu vois, si je compare les débuts... Je suis pas mannequin encore. Senior peut-être. Non mais si je compare les débuts là de The Obelisk et Invisible Collection, c'est drôle parce que nous c'est pareil. Nous on a investi nos propres billes, on n'a même pas fait de prêt, rien du tout. Mais c'est vrai qu'on a pris ce risque. Mais ce risque est quand même contrôlé parce qu'on a cette vision dans laquelle on croit, absolument. Mais effectivement, où on est encore au point où on n'a pas envie de se maquer avec plus gros. Et je pense qu'effectivement, si on pouvait avoir cette tendance à penser plus grand, peut-être que ça irait beaucoup plus vite. Mais est-ce que c'est bien ? Je ne suis pas sûre. Non plus. Je veux dire, en tant qu'entrepreneur, moi, je pense qu'il vaut mieux aller doucement pour créer un business pérenne que d'aller trop vite et de prendre trop de risques. Et de prendre trop de risques, oui, qui peuvent être fatals. Bon, écoutez, merci infiniment. Ça me donne presque envie de monter moi aussi ma boîte. Mais alors là, je regarde les équipes du LDECO. Merci infiniment toutes les deux d'avoir partagé avec nous votre expérience. Donc Léa Sfez, la cofondatrice de The Obelisk, plateforme internet, et Isabelle Duberne qui amène la beauté de la création française à travers le monde avec The Invisible Collection. Et écoutez, on va bientôt enchaîner avec une autre conférence
Merci à Big Media et à We French Touch de nous avoir accueillis. Merci Daniel. Merci.